Bonjour tout le monde, bienvenue à notre midi-conférence. Le Fonds d'emprunt Montérégie accueille aujourd'hui Charles Châteauvert, directeur de la ruche Montérégie. Et il nous parlera aujourd'hui de l'impact que peut avoir la ruche pour votre entreprise et évidemment du processus lui-même. Donc, il faut savoir que Charles est avec la ruche depuis 2018 et que c'est plus de 300 projets entrepreneuriaux qu'il a accompagnés en carrière à date. Donc, Charles, la parole est à toi. Merci Eric. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Pour la petite histoire, du moins ce qu'on va faire aujourd'hui, on va couvrir certains éléments de, premièrement, c'est quoi la ruche? Ça mange quoi en hiver, cette organisation-là? En quoi ça peut être utile? Est-ce que ça peut répondre à votre besoin? On va couvrir ça. Puis j'aimerais aussi vous parler des impacts que peut avoir le financement participatif pour vous. Donc, on va sauter dans le sujet tout de suite en commençant en disant qu'on dit la ruche, mais en réalité, il y a 9 ruches maintenant. On est organisé régionalement, les régions administratives selon le MAMACH. Et la Montérégie est à la 8e, puis on a ouvert la Gaspésie il y a juste quelques semaines. Donc, ça continue comme ça jusqu'à temps qu'on soit ouvert partout en 2023. Pourquoi régionalement? C'est que la ruche a vraiment une approche inversée de la plupart des autres plateformes similaires, au sens qu'on ne cherche pas à exposer les projets d'entreprise au plus grand nombre en espérant que même s'il y a un petit taux de réponse que ça marche, nous, on vise à vraiment intégrer les projets dans la communauté. Donc, oui, les citoyens, les consommateurs qui pourraient avoir lieu, mais aussi dans les acteurs de financement qui sont déjà présents. Donc, pour avoir de l'aide supplémentaire. Donc, essentiellement, c'est ça. Tout le monde connaît pas mal la dénomination du socio-financement, qui est le terme original. Nous, on appelle ça aujourd'hui financement participatif parce qu'en plus de la population à la table du projet, on amène aussi d'autres partenaires. On cherche à rendre ça le plus collaboratif possible. Et cet effort concerté-là, bien, c'est plus du financement participatif que du socio-financement aujourd'hui. Donc, déjà, le socio-financement a évolué. Donc, nous, on s'engage là-dedans. Et essentiellement, il y a toutes sortes de plateformes. Si vous allez sur le web, vous tapez socio-financement, il y en a plein. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vous parle beaucoup de la ruche, mais il y a plein de possibilités. Puis, je vais aborder ça d'ailleurs dans une petite présentation que j'ai préparée succinctement pour orienter les gens. Donc, je vais passer tout de suite au partage d'écran pour aller de l'avant. Donc, la ruche soutenue par Desjardins, c'est le nom officiel de notre plateforme. Donc, la ruche, c'est bien parfait. Pour vous donner une bonne idée aussi du modèle, la mission de la ruche, c'est pas juste d'offrir un service technologique. Ce qui nous interpelle, nous, c'est l'émergence des projets dans les communautés. Moi, ça m'arrive fréquemment d'accompagner des projets plusieurs mois avant même que ça aboutisse sur la plateforme. C'est bien parfait. Il y a toutes sortes d'expertises à mettre à contribution. Alors, nous, c'est une mission qui est quand même plus large que ça. Rapidement, pourquoi on voudrait faire une campagne sur la ruche? Il y a toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessairement évidentes à prime abord. Donc, oui, il y a l'argent qu'on pourrait récolter à travers sa campagne, mais c'est aussi un véhicule de mobilisation de toute sa communauté autour d'un projet parce que l'outil Internet, tout court, ça a une énorme portée, puis si bien utilisé, si bien orienté vers ses objectifs, avec une bonne stratégie de mobilisation, ça peut vraiment créer un boom qui va plus large que juste la somme à récolter. Mais évidemment, quand on veut faire du socio-financement, on pense beaucoup à l'argent. Donc, un des avantages financiers, c'est que ça diversifie nos sources. Si vous avez un organisme ou une entreprise, vous avez cogné à des portes, disons, plus traditionnelles, on vous a peut-être demandé des sources de financement complémentaires pour répondre à des exigences de votre programme, de votre financement que vous demandez. Donc, une campagne comme ça est de plus en plus considérée comme une source supplémentaire. Aussi, ce qui n'est pas écrit peut-être à l'écran, c'est qu'en faisant campagne, vous avez des contributions de personnes qui deviennent nécessairement des clients ou des usagers. Donc, ça, c'est un argument super fort pour des gens à qui vous faites d'autres demandes également pour vous soutenir. La nature du financement participatif aussi, c'est de pouvoir répondre à des besoins qui sont autant dans une continuité que ponctuels. Donc, c'est dur de financer des événements ponctuels, des projets ponctuels, un festival, un spectacle, même une entreprise qui répond à un problème immédiat. Puis après ça, une fois que le problème est résolu, sa mission, donc, est
est réussie. Donc, le financement participatif, là, peut vraiment remplir un bon rôle. Nécessairement, en faisant ça aussi, une campagne comme ça, on est obligé de faire de la communication, on est obligé de rencontrer des acteurs terrain. Ça nous pousse des fois à sortir un peu de notre zone de confort. Fait qu'en ce sens-là, c'est du développement de compétences. Il faut avoir ce bagage un peu transversal-là. Donc, évidemment, notre équipe est là pour aider, conseiller, puis il faut aussi carrément opérer certaines choses. Le gros argument du financement participatif aujourd'hui, je vous dirais que c'est vraiment le fait que c'est une étude de marché vivante. La nature du financement participatif fait en sorte qu'on propose aux gens d'acquérir ou de se joindre à un projet qui n'est pas nécessairement, qui est pas existant maintenant, mais dans le futur. Et si je souhaite si j'ai besoin de 10 000 $ pour le réaliser, puis je le récolte dans ma population, mais ça, c'est un signe de soutien pas mal plus fort qu'une caution ou un prêt privé, quelque chose de ce genre-là, pour dire que mon projet est crédible, et attrayant et utile, puis c'est un produit qui est souhaité. Donc, cette étude de marché vivante-là, c'est vraiment un argument super fort qui va jeter les bases de ce que nous, on appelle le financement additionnel. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est un des éléments qui différencie beaucoup la ruche des autres offres qui peuvent exister en financement participatif ou socio-financement. Tantôt, je vous parlais de différents modèles. Donc, les deux modèles de financement participatif, généralement, c'est d'objectifs fixes ou flexibles. La ruche, il faut savoir qu'on fonctionne à 95% avec l'objectif fixe. Ce que ça veut dire, c'est qu'au départ, la cible est réfléchie. Évidemment, il y a quand même une séance d'accompagnement avec nous. On fait l'inventaire des ressources, des objectifs, puis on se dit, OK, j'ai besoin de 25 000 au bout de ça. Parfait. Mais pour toucher l'argent dans la campagne, il faut atteindre 25 000, donc. C'est ça l'objectif fixe. Ça semble contraignant, mais en réalité, c'est un mécanisme de protection. Pour le contributeur, si votre argumentaire, c'est j'ai besoin de 25 000 pour réussir mon projet, le corollaire, c'est si je ne l'atteins pas, mon projet ne va pas se réaliser. Alors, pour le contributeur, ça lui assure que sa contribution ne sera pas donnée en vain. Puis ça veut dire aussi qu'il faut garder en tête que la contribution du contributeur, elle n'est pas immédiate. Il est facturé à la réussite de la campagne, de l'objectif de 25 000 $ dans mon exemple. Donc, ça pour lui, c'est évidemment très rassurant. Et inversement, pour le promoteur qui porte le projet, il n'y a pas besoin de livrer quoi que ce soit avant la fin, parce que c'est ça le pacte. Donc, ça ne coûte rien essentiellement avant cette réussite-là, de cet exercice de financement-là. On a quelques programmes de financement additionnels, encore une fois que je vais vous parler tantôt, qui permettent d'avoir des objectifs flexibles. C'est-à-dire que dans mon exemple, si j'atteins juste 15 000 $, je vais tout de même toucher cet argent-là. C'est très spécifique. Il y a des plateformes qui en font leur mode normal d'opération. Puis on voit ça beaucoup dans des environnements plus philanthropiques ou des plateformes, des campagnes thermomètres, là, comme des guignolés, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est un peu plus leur pain quotidien. Donc, c'est pour qui? Tout de suite, répondre à la question, est-ce que c'est pour le projet, mon projet, ou par exemple, si vous accompagnez vous-même des projets, rapidement, la ruche peut répondre à des besoins d'entreprises à tous les niveaux. Ça peut être des projets personnels, donc littéralement, là, je fabrique des choses dans mon sous-sol, puis je souhaite le vendre, à des projets d'entreprise qui peuvent être à tout niveau de maturité. On est là pour des gens qui sont au prototypage, même avant, à l'incubation. On peut être là aussi pour des projets en croissance, dans une phase de commercialisation. Ça peut être la diversification de ce qu'on fait. Donc, ça peut aller très loin. On peut aussi aider au niveau de la recherche et développement, qui est un milieu qui est un peu difficile à financer en plus. Donc, on peut aussi donner un coup de main là-dessus. À tous les niveaux, il y a une pertinence pour le financement participatif. J'aimerais ça être capable de vous dire tel projet, telle maturité, tel secteur, oui, non. Mais ça marche pas vraiment comme ça. Il faut vraiment avoir cette rencontre-là puis faire l'inventaire de toutes les variables pour être capable de vous dire franchement. Mais à la base, il y a toujours quelque chose à faire. À la limite, si on n'est pas rendu dans une zone de confort, ça c'est vraiment généralement là où faut vraiment s'attarder, c'est que l'entrepreneur, lui, s'il n'est pas confortable avec cet exercice-là de financement participatif dans l'évolution de son entreprise, bien là, on va référer à des experts terrain pour peut-être l'aider.
au niveau de l'organisation de son entreprise, la structure juridique, les prévisionnels financiers. Puis, on garde contact, puis éventuellement, ça pourrait devenir, en fait, le moment idéal. Donc, de faire une campagne. Quelques distinctions. La ruche, c'est une OBNL. La majorité des plateformes sont des entreprises à but lucratif. Mes stats sont vraiment pas à jour, désolé. Donc, 9 régions à ouvrir partout d'ici 2023. On a 14 millions de dollars recueillis, puis on a près de 95 000 contributeurs à ce moment-ci. Cette planche-là, je pense que ce qui est vraiment plus intéressant de dire, c'est que avec la COVID, nécessairement, il y avait le questionnement, même nous, là, en avril passé, on se questionnait, est-ce que les gens vont vouloir contribuer aux campagnes? La réponse est vraiment oui. Je pense que notre déduction, c'est que le sentiment de pouvoir contribuer à la solution pour des entreprises ou même pour son propre projet, c'est une façon alternative d'être positif dans un environnement qui est comme vraiment lourd. Et puis, on a vu que autant en nombre de projets qui ont abouti sur la plateforme que la réponse des contributeurs pour les soutenir, les deux sont en croissance exponentielle. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment un signe de vitalité de notre tissu social, je trouve. Ça, à ce niveau-là, données intéressantes pour des gens qui pourraient penser faire une campagne. D'autres éléments super importants, je parlais des distinctions tantôt. En plus d'être organisé régionalement, ça fait en sorte qu'il y a plein de choses qui découlent de ça. Il y a de l'accompagnement par des experts à la ruche au sens que notre équipe, évidemment, avec maintenant plus de 1000 campagnes réussies, on a cette expertise-là qui est spécifique, évidemment, à l'exercice de financement participatif. Donc, comment faire une bonne campagne, comment bien communiquer avec un outil numérique, comment avoir une offre qui est attrayante, qui ne fait pas hésiter les gens, une vidéo qui parle, mais qui en même temps garde l'attention des gens, c'est pas évident. C'est qu'il y a plein de considérations, il faut que ce soit 90 secondes, puis bon. Donc, cette expertise-là, on l'a bien développée, elle a été prouvée. Ceci dit, comme je dis, c'est un spectre spécifique. Nous-mêmes, quand même, on comprend que en cours de route d'une entreprise, le financement participatif, c'est un élément. C'est pas, c'est pas la 8e merveille du monde. Ça remplit un besoin souvent. Et à l'extérieur de ça, il y a peut-être des besoins supplémentaires pour encadrer l'entreprise, l'accompagner, la soutenir sur le long terme. Donc, à ce niveau-là aussi, on a des alliances avec des organisations qui sont, comme le Fonds d'emprunt, qui sont là pour répondre à ce besoin-là, des réseaux qui sont là pour donner l'impulsion à des projets aussi. Donc, on collabore avec tout ce monde-là. On n'est pas du tout dans une logique de guichet unique, mais pas en tout. On est vraiment dans une approche de collaboration, de complémentarité, et on tient des communications ouvertes là-dessus. Donc, ça d'une part, et on a aussi à la ruche des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, c'est pas juste des porte-paroles qui font des belles capsules une fois de temps en temps sur Facebook. C'est des entrepreneurs qui ont eux-mêmes... Charles, si tu me permets, j'ai une question qui provient du Facebook Live. Est-ce qu'on peut offrir un produit en rabais en échange d'un financement volontaire? Oui, on peut faire ça. Généralement, nous, notre recommandation, c'est de ne pas nécessairement y aller dans cette direction-là. Si on veut offrir un privilège dans la campagne, par exemple, un produit que vous offriez normalement, mais là, on peut faire un genre de boom. Ce qu'on recommande, nous autres, c'est de l'offrir au prix normal, mais d'offrir un privilège de plus. C'est un accès, de la visibilité peut-être. Quelque chose qui ne vous coûte pas nécessairement quelque chose, mais qui ajoute un petit je ne sais quoi qui fait en sorte que c'est attrayant pour la personne de contribuer à la campagne. Pourquoi? C'est parce que après la campagne, vous n'avez pas à défendre le fait que le prix n'est pas pareil, premièrement. Puis deuxièmement, ça donne quand même un sentiment de privilège. C'est quand même très attrayant pour les gens d'avoir cet avantage-là. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Des fois, j'ai parlé de visibilité, mais ça peut être aussi venez visiter les lieux, venez discuter avec nous de ce que vous pensez de notre produit, dans une logique de peut-être que c'est pas nécessairement de ce que vous voulez, votre service. L'idée ici, c'est d'avoir un échange aussi avec sa communauté par la même occasion. Donc on vous remercie de la réponse. Oui, merci. Donc, l'Alliance avec les ambassadeurs, c'est ça, c'est cette communauté de gens d'affaires-là qui en ce moment est autour de 35 personnes en Montérégie.
c'est encore une fois organisé régionalement. On en est à plus de 400 au Québec, qui sont soit des entrepreneurs eux-mêmes ou des professionnels en entreprise qui ont cette expérience-là pour conseiller des entrepreneurs qui se lancent ou simplement qui veulent innover sur quelque chose. Et on fait ça, nous, principalement, dans un événement mensuel qui s'appelle des cellules. On pense tout de suite à des séances de pitch, qui est une approche courante là, dans le milieu. De notre côté, on n'est pas du tout dans une logique des dragons à commenter les modèles d'affaires et tout. On est vraiment concentré sur la campagne. Et donc, ces ambassadeurs-là viennent rehausser le potentiel d'être attrayants, de mobiliser des gens. C'est bénévole, ils donnent leur temps bénévolement. On les recrute principalement sur leur désir de donner au suivant. Et on fait un gros effort aussi pour qu'ils soient dans tous les secteurs d'activité possibles, le plus possible répartis dans la région. Parce qu'au-delà de savoir-faire, il y a le savoir-être aussi. Et l'identité régionale, c'est super important pour nous. Et souvent, c'est très important pour les projets. Donc, voilà. Finalement, je parlais du financement additionnel un peu plus tôt. Le financement additionnel, pour nous, c'est au sens que c'est du financement disponible pour les projets additionnel à l'effort de faire une campagne. Donc, il y a cet effort-là d'aller voir le citoyen, ses voisins, sa famille, etc., puis aller recueillir les dons. Au-delà de ça, pour générer un levier multiplicateur, nous, on crée des alliances avec aussi des organisations qui gèrent des fonds en soi, qui est souvent géré de façon distincte. Fait que, par exemple, là, je vais prendre par hasard le cas du fonds d'emprunt Montérégie. Alors, le fonds d'emprunt, lui, gère son propre fonds et ses propres enveloppes. Et nous, comment ça fonctionne, c'est que peu importe comment arrive le projet, que ça vienne du fonds d'emprunt ou qu'il arrive directement sur la ruche, on se coordonne avec une notion minimale de est-ce que c'est un bon projet pour un produit comme le fonds d'emprunt. Et si souhaité par l'entrepreneur, on les met en relation. Et bon, il y a le processus qui appartient au fonds d'emprunt, travaille ensemble. S'il y a octroi d'un prêt, eh bien, nous, une fois que c'est confirmé ce montant-là, on peut sur la ruche l'afficher sur sa page de campagne. Et cette personne-là, donc, à sa campagne, elle a cet argument-là de dire aux gens, ben, soutenez mon projet parce que si vous me soutenez en plus, je suis en plus appuyé par le fonds d'emprunt. Et là, on peut ajouter aussi la contribution de d'autres programmes. Je vais vous donner un exemple. Notre programme Amiral, c'est le Fonds 1001 pour la jeunesse. C'est un fonds qui est approvisionné par le secrétariat de la jeunesse du Québec, le gouvernement. Et ce fonds subventionnaire-là va soutenir des projets qui sont dédiés à du 15-29 ans, selon certains critères d'une politique québécoise, jusqu'à 100 000 $ en subvention. Alors, l'intérêt ici, c'est que dans une même effort de financement, on peut ajouter un soutien, par exemple, du fonds d'emprunt, puis du FM1 dans son petit nom, le Fonds 1001 projet, Fonds 1001 pour la jeunesse, pardon. Et ça pourrait donner un montage qui est beaucoup plus important qu'on pensait pouvoir recueillir juste dans son petit réseau personnel. On peut aller beaucoup plus loin. Et il y a un autre effet secondaire à ça, c'est quand on est capable de faire la démonstration de ça, qu'on parle à un journaliste, là, soudainement, la campagne peut devenir plus virale, elle a plus de chances d'être connue par l'étranger que si c'était juste un effort dans sa localité. Donc, est-ce que ça fait un lien avec une question qu'on a reçue aussi sur le live qui dit est-ce qu'on peut promouvoir ailleurs que sur les médias sociaux? Bien, justement, tu viens de mentionner peut-être que les médias traditionnels peuvent reprendre l'histoire parce que l'idée, elle est justement intéressante au niveau des grands médias, là. Absolument. C'est souvent insoupçonné. On ne s'attend pas à ça. Les gens lancent des campagnes. Et là, faire un communiqué de presse, ça coûte rien. C'est quelque chose que j'aime bien dire aux gens. On envoie un petit communiqué de presse, ils jettent un œil, puis ils sont comme, tiens, le gouvernement, Desjardins, fonds d'emprunt. Puis là, l'attention commence à être portée sur le projet. Et là, les projets peuvent prendre leur envol, dépassent leurs 50-60% de progrès, puis genre, mon Dieu, c'est un projet gagnant, puis la mentalité humaine, c'est évidemment de s'intéresser aux projets qui réussissent. L'effet bandwagon, si vous avez touché un peu en politique, là. Et donc cet effet-là, ben, ça a nécessairement des retombées qui sont plus larges que juste la campagne. Ça donne une notoriété à l'entreprise et son projet. Il y a aussi d'autres façons de mobiliser des contributions. Oui, il y a les médias sociaux, tout ça, mais nous, on dit de jamais négliger les courriels, les appels, les bonnes vieilles soirées d'appels, là. Pour certaines personnes, c'est la façon de les engager dans le projet. C'est de les mobiliser de cette manière-là parce que c'est plus personnel. Parce que ben il y a cette approche individuelle-là
et un échange qui peut parfois donner des petits qu'on ne s'attend pas, par exemple, un petit commentaire qui fait « Ah oui, j'ai pas pensé à ça ». Puis nécessairement, c'est aussi un peu une étude de cas sur ce que j'offre, c'est intéressant. Puis là, on a vraiment un échange avec un client ou un usager potentiel. Fait que faut jamais négliger ces éléments-là. L'erreur à faire, en fait, c'est de penser qu'on met une campagne en ligne, puis là, oups, ça part dans Internet, puis ça se fait tout seul. Ça, c'est faut pas faire. Ça, c'est la Non, ça mauvaise prend de la rétroaction, c'est normal. C'est justement, chose. c'est le premier test du projet avec la réalité que de le lancer. Donc, il faut s'attendre à une rétroaction. Exact. Donc, tout ce que je viens de dire, on se dit, OK, bon, la ruche, comment peut nous aider à réaliser toutes ces étapes-là? Puis souvent, les gens qui ont des projets sont des experts de leur projet, de leurs produits, leurs services et tout. Et ça, cette expertise-là est préservée. C'est important pour nous de dire tout de suite que les entrepreneurs qui veulent faire campagne, ils demeurent propriétaires de l'initiative. Autant dans son échéancier que la façon de faire, les personnes à qui parler. Ultimement, la décision va venir aux personnes qui utilisent la ruche. Mais nous, on va essayer de les conseiller avec l'expérience qu'on a puis les choses qu'on a vues ailleurs. Mais chaque projet est distinct. Donc, les grandes étapes, essentiellement, là, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais les grandes étapes, c'est essentiellement la circonscription du projet. C'est un terme générique pour nous qui est essentiellement j'ai besoin de combien, pourquoi, puis sur quelle période de temps mon projet, ma campagne va avoir lieu. C'est vraiment des éléments de base, mais ça paramètre tout le reste nécessairement. Donc ça, c'est essentiellement, c'est quoi? Une structure de contrepartie, ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'est-ce qu'on offre en échange de l'argent que les gens vont nous donner. Fait que ça, c'est vraiment pour les personnes qui contribuent, c'est le comment je peux vous soutenir. La vidéo, c'est là que les gens prennent leurs décisions. La vidéo est encore très importante et obligatoire pour faire une campagne. Généralement, c'est un 90 secondes qui présente l'origine du projet, c'est quoi, puis pourquoi je fais une campagne. C'est 30 secondes chaque, vraiment simple. Puis là, les gens vont décider oui ou non, je vais-tu soutenir ce projet-là. Puis ils vont passer aux contreparties après. Puis en dernier lieu, avant évidemment la mise en ligne, en passant chacune de ces étapes-là, ça fait généralement l'objet d'une rencontre avec notre équipe. Fait que vous pouvez prévoir 3 à 4 rencontres. Si vous êtes plus avancé, peut-être moins. Mais la promotion de la campagne, c'est-à-dire la stratégie de communication. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais il faut une stratégie. Il faut un calendrier des messages. Est-ce que vous allez offrir cette aide-là pour établir un plan de com, que ce soit de valider certaines rédactions, le vidéo lui-même, proposer certains types de photos, etc. Ça fait partie des services aussi que la ruche offre? Exact. Donc, il y a toujours moi qui est disponible, mais il y a aussi, peut-être un peu plus invisible, mais aussi important, sinon parfois plus, une équipe de spécialistes projet à la ruche qui sont les experts de la plateforme. Donc là, tous les éléments, comment c'est organisé, comment c'est présenté, les éléments de format sont là pour ça. Les structures de contrepartie, qu'est-ce qui est attrayant, qu'est-ce qui l'est pas, est-ce qu'on a des bonnes images, est-ce que ça me parle? Évidemment, cette équipe-là est là pour ça. On accompagne les projets de sa conception, de l'ébauche, à sa mise en ligne, mais après aussi également. Après la campagne, là, il y a quand même une réflexion à savoir OK, mais mes transactions fonctionnent-tu bien? Est-ce que je reçois tout l'argent que je supposais avoir? Mais il y a aussi les retombées autres. On parlait des médias tantôt. J'ai parlé aussi des autres effets dans le milieu de soutien de l'entreprise, de passer encore le message. Puis évidemment, moi, je me fais un point après les campagnes, je me dis, hey, ce projet-là a réussi à tant d'argent, tant de contributeurs. OK, surprenant qui était peut-être un peu réticent à vous soutenir, là, ça. Relancez-les, là, tu sais. Donc, il y a quelque chose ici, puis là, c'est juste parfois de le dire, puis là, on passe à l'action, puis là, finalement, on est bien surpris des réponses. Mais concrètement, ces étapes-là, ce sont les étapes de préparation de campagne. On a une rencontre généralement pour chacune d'entre elles, qui peuvent être plus ou moins longues. Ça dépend vraiment du niveau d'expertise des gens. Donc, ici, il y avait plus de spécifications là, qui vont suivre. Je vais juste vous souligner ce qui est important à savoir. Grosso modo, une campagne de financement participatif, c'est sûr que c'est un revenu. Donc, qui dit revenu au Québec, dit impôt. Et nécessairement, ça dépend de sous quelle nature vous avez souscrit votre projet. Si c'était à titre personnel, impôt des particuliers. Si c'est une entreprise, c'est donc le processus d'imposition qui accompagne la nature de l'entreprise. Aussi, l'autre élément important à savoir, c'est que la ruche n'est pas mandataire des taxes.
Souvent, les prix doivent être ajustés. Vous ajoutez des taxes avant pour les afficher sur la ruche. Sinon, des fois, oups, le fisc passe à la fin de l'année, puis on fait, finalement, j'ai été undercoté de 10-15 %. Donc, si je comprends bien ce bout-là, c'est qu'il faut s'assurer que les prix qui sont affichés sont tax-in, en quelque sorte? Exact, mais là, tout de suite, gros caveat, il faut consulter nécessairement son comptable là-dessus. Ouais. Il y a certains produits, services qui sont taxables, d'autres non. Il y a aussi la notion de, est-ce que vous allez, avec votre entreprise, par exemple, générer moins de 30 000 $? Il y a plein d'affaires. Donc, c'est bien important de parler à son comptable. Aussi, on parle souvent du net. Ça me coûte tant. Le classique, c'est j'ai une tasse à café, je vais la faire sérigraphier avec mon logo. Ben ça, il faut la payer, la tasse, puis il faut la livrer. Puis bon, on couvre tout ça, mais ça, c'est à considérer. On a un petit Excel pour ça. Et les frais de transaction et services pour tout ça. Donc, ça, en termes de retombées nettes de ma campagne, il faut quand même le considérer. On le rappelle, c'est des passages obligés, c'est plate, là. C'est ça, faire des affaires, ça a des coûts. Donc, ça, c'est sûr qu'on peut vous aider aussi à quand même le garder à l'esprit pour pas nuire aux besoins de votre projet. Bon, quelques exemples. Ici, je vais sauter les exemples. Je vais passer aux frais de gestion. Il y a une des questions de base, souvent, c'est celle-là. Est-ce que je dois dépenser de l'argent pour votre accompagnement? La réalité, c'est que nous, on n'a pas de frais qui sont imposés aux gens avant la conclusion de la campagne et la conclusion heureuse de la campagne. Donc, s'il y a abandon, s'il y a échec, parce que, je ne sais pas moi, une troisième vague, vous tombez malade, il arrive quelque chose, n'importe quoi, votre partenaire claque la porte, puis oups, il part avec vos clients. Je ne sais pas trop quel genre de scénario désastreux pourrait avoir lieu, mais à ce niveau-là, il n'y a pas de frais quand ça se produit. Donc, ça ici, une petite ventilation de nos frais. Là. Donc, la ruche, c'est vraiment 4 %. Mais la ruche, elle, on fait affaire avec Stripe, qui est un équivalent de PayPal, et qui, lui, a un frais de gestion de 2,9 %, puis 30 sous par transaction. Bref, eux répondent aux exigences de l'autorité des marchés financiers, donc la sécurité des données bancaires. Même nous, on n'a pas accès au numéro de compte de banque, par exemple, associé à un projet. Donc, voilà. Petit rappel, ça, c'est comme un exemple de mobilisation classique. Si jamais vous avez déjà fait du financement, par exemple, là, financement politique ou du financement pour un projet, plus à caractère social, généralement, c'est toujours la même chose. On commence par les gens qui sont près de nous, notre famille, nos amis. Et après ça, on se dirige lentement vers les autres. Je tenais à présenter ça parce que souvent, on a l'impression que dans une campagne comme ça, parce que c'est Internet, automatiquement, on parle à l'inconnu. Ce n'est pas vrai. Il y a un effet de mobilisation graduelle qui est à générer parce que chaque personne qui vous donne un montant tôt devient nécessairement quelqu'un qui peut parler de vous, de votre projet, à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est du travail que vous n'avez pas à faire vous-même. Donc, ces contacts-là, nécessairement, ce qu'on essaie de faire, c'est faire la boule de neige qu'on pousse en bas de la côte. Donc, c'est juste un exemple rapide, visuel de comment, généralement, la mobilisation se passe. Les 2 premiers cercles, normalement, on essaie de les attacher avant la mise en ligne de la campagne. As-tu une astuce ou un truc pour encourager nos amis et collègues à se transformer en ambassadeurs? Oui, il y en a plusieurs. Donc, le premier, c'est vraiment, à la ruche, on a des fonctionnalités, le fun pour ça. On peut se préinscrire à une campagne. Donc, avant qu'elle soit en ligne, il est possible pour les gens, on partage un lien, les gens peuvent inscrire leur courriel, puis quand on clique Go sur la campagne, ils reçoivent un courriel pour contribuer à ce moment-là. Donc ça, d'une certaine façon, c'est un peu s'épargner du travail dans le rush du lancement. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on peut mettre en place. Il est aussi possible sur la ruche de faire sa campagne en mode privé pendant un certain moment, c'est-à-dire qu'elle n'est pas découvrable autant sur la ruche que sur Google, mais vous avez le lien, elle est fonctionnelle, vous pouvez la partager à des personnes spécifiques pour qu'ils puissent contribuer. Nous, généralement, ce qu'on dit, c'est que la campagne a 3 volets. Il y a le volet de lancement de la campagne, le momentum du centre, du milieu, la mi-campagne, puis le dernier droit. Le lancement, c'est une nouvelle chose, c'est une nouvelle affaire, les contributions rentrent, c'est super génial. Donc, généralement, on parle à tout le monde. À la mi-campagne, là, ça fait un creux. Et là, on peut s'inquiéter, c'est pas évident. Mais à ce moment-là,
Ouais, c'est ça. Puis là, on fait un peu d'anxiété. C'est à ce moment-là qu'il faut convertir les gens qui ont déjà donné en ambassadeurs. Et souvent, en fait, sur la page de campagne, on voit le nom des gens qui ont donné. On n'a pas les informations personnelles, mais souvent, c'est des gens que vous connaissez parce qu'on a justement mobilisé les 2 premiers cercles de gens qui normalement sont près de nous. Et là, la demande est différente. C'est pas contribuer plus parce qu'on ne veut pas s'acharner, mais c'est de demander à ces personnes-là, hey, peux-tu parler de ma campagne à 2 personnes? Juste 2. Et là, finalement, on se retrouve à tripler les contacts en vertu d'un seul contact initial. Donc, ça, c'est des petits trucs qu'on a. Donc, dans la phase 2 d'une campagne, de faire ça. Et pour boucler, là, dans le dernier droit, c'est très, très payant, le dernier droit. Tous les procrastineux de ce monde font « Oh boy, la ligne d'arrivée est là, faut que j'agisse ». Fait que là, c'est vraiment de la confirmation et moins du nouveau contact. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais il y a d'autres trucs. On en a beaucoup. J'aurais une autre question qui provient toujours du live. Donc, est-ce que, comme sur Kickstarter, il y a une vitrine qui regroupe les projets qui sont présentement actifs? Oui, sur la ruche, nous, on appelle ça explorer les projets. On peut aller voir ça. Là, tous les projets actifs, c'est eux qui, par défaut, apparaissent en premier. On peut filtrer ensuite à gauche par région, par secteur d'activité, par partenaire, par financement additionnel même. On peut filtrer à travers tout ça. Donc, oui, il y a une vitrine, si on veut. Et on peut aussi voir la date, justement, voir est-ce qu'il y a des projets qui sont dans le dernier stretch? Oui, absolument, parce que là, on les voit les jours restants, on voit leur progression en pourcentage de leur cible. Donc, on voit tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit aspect coach intéressant. On peut aller voir ça. C'est sûr que je ne sais pas si la question se dirige vers est-ce qu'il y a beaucoup de gens, le trafic sur un projet, est-ce qu'il est dû à ça ou pas? Mais nous, on fait notre effort pour promouvoir les campagnes, évidemment. Mais la majorité des gens touchés par une campagne, ça provient vraiment des efforts des personnes qui portent les projets. On a des statistiques, nous, qu'on peut voir sur la plateforme. Et quand on les sort, on a un volet qui est passage direct de gens qui sont venus par vos efforts. Puis c'est toujours dans des ratios de 3 à 4 pour 1, tout le temps. Donc, c'est vraiment les efforts que les gens font pour leur campagne qui a le plus d'effet. Sinon, c'est du référencement Facebook, 3e place LinkedIn normalement, puis Instagram en plus petite proportion. Donc, voilà. Bon, je vais passer très rapidement là-dessus parce que les contreparties, il y a vraiment beaucoup à dire. Et honnêtement, c'est souvent adapté à chaque projet. C'est dans son ordre de grandeur, dans ce qu'on essaie d'atteindre comme objectif et tout. Alors, il y a juste 4 catégories. Je vais juste dire les grandes catégories de contreparties possibles parce que il n'est pas juste nécessairement question de prévendre son produit ou son service. Ça, c'est une catégorie. Les préventes, c'est souvent, évidemment, fondamental, mais c'est pas juste ça qu'on veut offrir. Il y a d'autres types de choses qu'on peut offrir. Je parlais tantôt des tasses à café. Ben, ça, c'est une contrepartie matérielle. C'est celle qu'on aime le moins à la ruche, je vous dis tout de suite. Parce que vous avez un coût pour les produire. Souvent, c'est des objets concrets qu'il faut livrer. Fait qu'il y a des frais de poste. Là, on essaie de contourner ça avec des points de cueillette, des choses comme ça. Il y a aussi celles qu'on aime, les contreparties immatérielles. Immatériel ne veut pas dire visibilité nécessairement. Ça peut être une expérience. Donc, nous, on a eu des campagnes où les gens venaient dans une pizzeria flipper de la pâte. Donc, on va là, on passe 2 heures à flipper sa pâte. Puis évidemment, c'est intelligent parce que tu fais pas ça tout seul, flipper ta pâte. Tu viens la flipper pour la cuisiner puis la manger avec tes amis qui sont là aussi, qui vont dépenser dans le commerce. Donc, ça, c'est le genre de contrepartie auquel on peut penser. En Montérégie, on a beaucoup de projets dans le milieu agroalimentaire. L'expérience peut-être être un goûteur des nouveaux produits. Par exemple, une nouvelle bière. Ça, c'est une expérience de fun. Puis évidemment, l'intelligence derrière, c'est que généralement, tu ne fais pas ça tout seul non plus. On y va en groupe. Et donc, on pourrait même aller avec un tour VIP de la brasserie en question, puisque tu parles de bière. Par exemple. Fait que l'idée ici, c'est vraiment un privilège. C'est moins nécessairement le bien. Le gros avantage dans une campagne de financement participatif, c'est que cette approche-là, ça n'a pas beaucoup de coûts pour l'entrepreneur. Et on peut, généralement, c'est des expériences qui peuvent être uniques, puis la rareté de la chose fait en sorte que ça peut être vendu généralement à un bon montant. Donc, ça, c'est vraiment la catégorie qu'on aime beaucoup, puis on peut être super créatif avec ça, on peut vraiment faire plein de choses.
Bon, les classiques aussi, c'est le rayonnement, là, donc visibilité, remerciement, la plaque sur le mur. Souvent, on recommande aux gens de faire une plaque, pas juste pour les entreprises, mais aussi pour des citoyens. C'est pas mal cher, c'est comme 20 $ pour avoir mon nom dans le nouveau café. Il est là, mon nom, donc c'est le fun d'y aller après. Il y a un sentiment de fierté. L'équivalent pour les entreprises aussi. Donc, je passe vite, mais si vous êtes curieux, on pourrait s'en parler aussi dans une rencontre. Donc, ça, c'est des exemples. Donc, c'est essentiellement ce que j'ai dit. La vidéo efficace. J'ai encore là couvert ça tantôt, mais grosso modo, les gens se questionnent toujours là-dessus. C'est un grand stress parce que c'est un des seuls prérequis qui est quand même technique puis qui demande un peu d'effort pour lancer une campagne au-delà d'inscrire des infos sur la plateforme. Fait que la meilleure pratique, c'est pas compliqué. 90 secondes, 3 segments. Le premier, c'est qui? Donc, l'origine du projet. Souvent, c'est vous vous présentez aussi parce que vous incarnez ce projet-là. C'est quoi? Puis comment? Comment je vais arriver à mes fins? Donc, c'est cette campagne-là. Pourquoi je fais une campagne? C'est pour mobiliser ma communauté, trouver des clients et tout. Pour établir la confiance, c'est l'authenticité qui marche dans les campagnes de financement participatif. C'est pas d'offrir la prestation la plus léchée possible. Souvent, ça dégonfle certaines personnes. C'est comme, ouais, ça a l'air le langage châtié, puis ça me rejoint pas tellement. Fait que ça peut même être un obstacle. Donc, vraiment d'adapter son message à ce qu'on essaie d'offrir. Puis, bon, les sous-titres, ça, c'est juste un conseil. Les gens, sur leur mobile, regardent des vidéos et souvent, le son n'est pas activé par défaut. Fait qu'avoir des sous-titres, c'est toujours pratique. Et ensuite, la promotion de la campagne. Donc, ça, comme je disais tantôt, on avait quand même une rencontre là-dessus. C'est à ce moment-là aussi où je vais mettre à contribution des relations d'affaires de la ruche. Des fois, mettre en relation directement avec des promoteurs qui ont déjà réussi leur campagne. La mobilisation, à qui on s'adresse en premier, comment, etc. Donc, ça, c'est des conseils qu'on donne. C'est important de dire aussi que dans ce segment-là de l'évolution d'un projet avant sa mise en ligne, souvent, c'est à ce moment-là qu'on va demander aux gens, voulez-vous venir à notre cellule ou pas parler aux ambassadeurs? Parce que c'est leur fonction principale. Pas juste de regarder l'aspect technique, mais nous, notre équipe, on est là pour ça. Mais aussi, comment je peux faire connaître mon projet? Comment je peux le rendre plus attrayant? Et ces personnes-là ont aussi un rôle d'être un genre de bêta-test. Ils connaissent la ruche, mais ils ont plus de distance que notre équipe. Nous-mêmes, des fois, on est trop près de l'objet. Donc, c'est un bon test dans un micro-groupe de la population pour présenter son projet. Et en plus, c'est du bon plugger, c'est ça. Ça fait jamais de mal d'avoir une référence. Alors, quelques exemples rapidos, parce que j'aimerais, si on peut avoir, en passant, on pourrait passer à un bloc de questions, mais essentiellement, des exemples ici, par exemple, un projet de serre, un équipement agricole qui a été financé à travers la ruche. Donc, ils ont dépassé leur objectif. On a notre programme dont j'ai fait mention tantôt, qui est le Fonds Média pour la jeunesse, qui a ajouté un 16 500. Pourquoi 16 500? C'est parce que c'est un fonds d'appariement. Chaque dollar de la cible atteinte va être apparié par $1 du fonds. Là, les autres ont dépassé leur cible, mais la contribution du fonds est donc maximale. Donc, ça, c'est un cas. Sinon, il y a aussi d'autres projets potentiels. Ici, ça, c'est vraiment un effort de soutien à des gens qui ont des projets ou des idées. Donc, il y avait un objectif de 50 000. Encore une fois, le fonds FM1 était là, mais dans sa version COVID, je ne veux pas trop verser là-dedans. Il y a 2 volets à ce programme-là. Il y en a un qui rectifie les problèmes générés par la COVID, puis l'autre, c'est juste, on lance des projets. Eux autres étaient dans le volet COVID. Et un autre projet, c'est les bougeottes pour les jeunes. Alors, c'est un programme. La personne ici voulait se doter d'un modèle de poutre d'équilibre pour les enfants. Donc, le design, la conception de ça. C'était ça l'objectif. Donc, un petit objectif qui a quand même été appuyé presque au double, je pense, du projet. Là, ma visibilité, apparemment, elle a été bousillée dans le PDF, mais donc, ça donnait un retour d'à peu près 15 000 $, un peu plus de 18 000 pour un projet initialement à 5 500. Donc, le montant qui dépassait son besoin initial pour le design a été tourné vers le marketing, de faire connaître son service puis son produit. Donc, bon, ça vient d'où la ruche, etc. Rapidement, nous, on a 2 grands partenaires.
Le premier partenaire, c'est le gouvernement du Québec, nécessairement, à travers le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et notre deuxième grand partenaire, c'est Desjardins. Desjardins, grâce à qui on a maintenant une super belle plateforme, dernier cri, dont on a pu aboutir sa mise en service au mois d'août dernier. Fait que c'est vraiment tout récent. Un des éléments intéressants de la nouvelle plateforme aussi, c'est qu'il est maintenant possible sur la ruche de contribuer autrement qu'en argent. On peut le faire aussi en biens-services, en objets. Si vous avez une cuisinière qui sert à rien, vous pourriez la donner à une personne qui lance une cuisine communautaire, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant possible sur la ruche, puis c'est comptabilisé dans l'objectif. L'autre possibilité aussi, c'est l'expertise professionnelle. Donc, je donne un exemple. Vous êtes avocat, vous voulez donner un avis juridique gratis à quelqu'un parce que ça fait partie de votre pro bono. Vous pouvez le faire sur la ruche. C'est comptabilisé aussi dans l'objectif. C'est exactement ce que je viens de dire. J'ai devancé ma présentation. Donc, à la limite, ça pourrait être aussi une bonne stratégie d'aller approcher un bureau de comptable, un bureau d'avocat ou de notaire et d'autres professionnels pour dire est-ce que tu voudrais contribuer à ma cause? Par exemple. Donc, ici, on veut décloisonner les possibles. C'est justement ça. C'est de répondre aussi à des besoins qui excèdent juste la campagne. Des fois, c'est des biens, des fois, mais l'expertise professionnelle, c'est très intéressant parce que ça construit des relations d'affaires de confiance qui vont au-delà de la campagne. Oui, tout à fait. Le seul domaine où on ne va pas intégrer de l'expertise professionnelle dans les campagnes, c'est le soutien à l'entrepreneuriat. Parce qu'on a tout un secteur stratégique pour ça. C'est des collaborations. C'est beaucoup plus riche d'avoir le soutien d'un organisme qui accompagne une centaine de projets par année qu'une personne qui est sûrement compétente, mais qui a un travail autonome, un consultant, quelque chose de genre. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Ah oui, j'ai eu une super présentation. Merci. On s'inscrit où? Donc, pour la suite, pour l'inscription, disons que vous avez un projet, tout le point commun de tout, c'est je dirais l'encre de toute cette initiative-là qui pourrait avoir lieu, c'est la plateforme. Tout est adhéré là-dessus. Notre équipe est notifiée de l'arrivée des nouveaux projets automatiquement. Il n'y a pas juste moi, évidemment, il y a l'équipe dont je parlais tantôt. Donc, sur la plateforme, on peut lancer un projet. Quand vous lancez un projet, évidemment, il n'y a pas de mise en ligne, il n'y a pas de oups possible. Donc, on fait une ébauche. Puis en cours de route, nous, on se parle, on se rencontre pour une première rencontre exploratoire. On passe à travers les étapes dont je parlais tantôt. Et c'est sur laruchequebec.com, littéralement, que ça commence. Moi, à ce niveau-là aussi, je peux vous parler aussi des impacts là, que ça pourrait aussi générer au-delà d'un projet d'entreprise. Je parlais de retombées immédiates, mais en termes de specs, de ce que ça peut donner comme effet, on est capable aussi de soutenir des initiatives vraiment collectives. D'une part, des projets d'entreprise, mais aussi, par exemple, dans le contexte qu'on a, des campagnes d'achat local, vous m'avez peut-être vu passer. Ça, on en a fait beaucoup à la ruche. Donc, le concept de base, c'est qu'on achète un bon, souvent comme 20 $, puis il vaut 30 $ dans les commerces participants. Puis la différence, elle est comblée par la municipalité. Donc, le but ici, c'est de faire une situation win-win-win. C'est bon pour le consommateur, c'est bon pour le commerçant parce qu'il y a des ventes qui sont faites. Et c'est aussi bon pour la municipalité qui est là, puis qui s'assure qu'il y a une contribution à des commerçants avec la part de la population, qui de toute manière doit quand même manger, dormir, avoir des services de base. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. On a aussi des campagnes comme des guignolées qu'on a faites. L'année passée, ça a été un record pour la guignolée des médias. On a fait, nous, le volet numérique de la guignolée des médias et de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, ça, on a pu contribuer à ce niveau-là aussi. Donc, vraiment, là, les possibles sont grands. J'ai aussi une autre question qui concerne les autres régions. Donc, dans l'ordre, on mentionnait que vous allez, d'ici 2023, couvrir l'ensemble du Québec. Une question spécifique, si on est dans les Laurentides, où est-ce qu'on doit appliquer ou déposer notre projet? OK, quelques options pour l'instant. Les Laurentides, en ce moment, c'est un peu un artefact de nos façons de faire avant, là. Mais le Laurentide, il est possible d'être soutenu par la ruche Grand Montréal. Je sais que ça fait fou, mais c'est possible en ce moment. Notre équipe reçoit les projets. Aussi, c'est affiché sur la ruche, mais c'est pas nécessairement dit souvent. À la ruche, on a aussi une ruche régionale
abstraite qui s'appelle la ruche labo. Et la ruche labo va soutenir des projets, peu importe où ils se trouvent, mais en fait, il faut qu'ils se trouvent à l'extérieur d'une ruche normale et qui est soutenu par un programme de financement additionnel national. Donc, le FM1, la BDC, Desjardins, projet d'une caisse, par exemple, accompagné par une caisse, tout ça, là, ils pourraient trouver aussi un hébergement dans cette ruche-là. Donc, il y a quand même des possibles. Moi, ce que je recommande, c'est d'écrire à l'adresse info@laruchequebec.com et de parler un peu grosso modo du projet, puis vous allez se diriger rapidement. Là. Nous, la ligne info, c'est pas du tout une ligne c'est poubelle. Là. C'est vraiment un point de chute de base de tout notre service. Fait qu'il faut pas hésiter à écrire là. Je pense que c'est les meilleures options pour vous. Puis éventuellement, ben, il va y avoir probablement la ruche Laurentide qui va lancer. Là. J'ai encore une autre question, c'est le fun. Il y a beaucoup d'activités cette fois-ci. J'ai une question qui dit, est-ce qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas à saveur sociale et qui sont moins innovateurs, mais qui se démarquent quand même, qui vont réussir à atteindre leur objectif? OK. On a fait un relevé, nous, parce que c'était une année un peu spéciale. On a fait un relevé récent sur le type de projet qu'on a eu. On a été surpris de voir qu'on avait presque 55% de projets qui étaient de nature entrepreneuriale. C'est-à-dire lancement d'entreprise, tout confondu, mais des entreprises. Pas nécessairement dans la mouvance sociale ou c'est pas du communautaire, en fait. C'est pas principalement ces projets-là qu'on a. Dans les proportions, là, pour vous décliner ça, c'est entrepreneurial d'abord. Après ça, ça tombe dans la composante plus loisirs, événements, culture, évidemment, qui est un point fort général du financement participatif, mais nous, on a ça aussi en deuxième rang. Et ensuite, on tombe dans des projets qui sont plus de mobilisation collective. Évidemment, là, cette année, c'est un peu un artefact statistique, mais le commerce local et l'achat local a pris les devants sur beaucoup de choses. Mais essentiellement, c'est un peu notre stat, notre spectre. Donc, ces projets-là, est-ce qu'ils réussissent? Absolument. C'est vraiment pas... C'est comme je disais tantôt, là, l'appui des gens, la réponse des gens, elle est là. Est-ce que c'est particulièrement attaché à la COVID? Ben, c'est sûr que ça a une influence. Je pense qu'on a tous commandé des trucs sur Amazon, des compagnies, fait qu'on est tous plus sur notre ordinateur. Donc, essentiellement, là, si on a un projet ficelé, peu importe quelle est sa nature, s'il est bien fait et que la campagne de promotion est bonne, ben, peu importe que ce soit de quel secteur que tu as mentionné, c'est ça l'essentiel, c'est les efforts que l'entrepreneur va mettre pour justement déployer ça. Donc, il ne faut pas juste s'attendre à je mets mon vidéo en ligne et je m'assois les bras croisés à attendre que les gens donnent de l'argent. Non, c'est ça, parce que notre accompagnement fait en sorte que quand vous faites une campagne sur la ruche, vous ne parlez pas au public de la ruche. Vous parlez à votre public. Fait que si vous avez une entreprise qui... Là, récemment, on a eu les vélos off the grid. Okay? Un vélo qui génère l'électricité, ça va dans le bâtiment. C'est pas. Mais donc, on parle aux tripeux de sport qui sont cloîtrés chez eux et qui veulent quand même être actifs, ou des gyms, et là, on oriente la campagne pour ce public-là. J'en ai eu d'autres. J'ai eu une autre campagne, c'était une jeune femme, région de Hemingford, qui voulait avoir sa serre pour sa ferme de maison. Ça fait bizarre, on se dit, ouais, mais c'est très personnel comme projet. En effet, mais elle a vendu sa production d'avance pour l'année avec cette campagne-là. Donc, on a trouvé moyen de mobiliser ses riverains. Et elle avait une approche qui a demandé un peu de mixité. Là. Oui, il y avait du numérique, mais elle avait aussi des relations, des restaurateurs qui sont intéressés à ce qu'elle pouvait offrir. Puis elle a aussi mobilisé ses voisins, parce que c'est quand même intéressant de voir une jeune de à peine 30 ans qui débarque puis qui vient comme ça faire une petite culture puis s'installer dans le village et tout. Donc, ça a vraiment été intéressant. Fait qu'on adapte tout le temps à chaque public et conséquemment, le public, ben, si on réussit notre job, il répond à l'appel. Donc, je pense que ça a fait le tour des questions. Merci beaucoup pour cette très belle présentation, Charles. Donc, rendez-vous évidemment sur le site de La Ruche
Et évidemment, nous, pour ce qui concerne le Fonds d'emprunt Montérégie, nous aurons le prochain midi-conférence mensuel qui sera annoncé sous peu sur les médias sociaux. Donc, Charles, merci beaucoup de t'être déplacé pour nous. Et donc, bonne fin de journée à tous et bon dîner pour ceux qui terminent ou qui sont à la veille de commencer comme moi.